Bonjour, Renaud Dourges en votre compagnie avec Benoît à la réalisation. J'ai le plaisir de recevoir Albert Wilmets pour Alphonse Allais, raconté par Albert Wilmets 2025, c'est bien précisé, il y a un cru, si l'on peut dire, surtout pour quelqu'un qui aimait beaucoup boire, on peut parler d'un cru. Et donc cet ouvrage, vous allez nous en parler. Alors vous êtes, je dirais presque un abonné, c'est assez souvent que je vous ai invité parce que vous avez toujours, vous publiez toujours des ouvrages très intéressants. Il y a eu l'ouvrage consacré à votre grand-père, entre autres. Il y a un ouvrage dont on n'a pas encore parlé, mais on pourra peut-être en parler rapidement ou lui consacrer une émission. Il y a Sarah Bernard. Et quel était l'autre sur l'instant? C'est-à-dire que l'idée de l'association des Amis de Sacha Guitry, et Sacha Guitry, bien sûr, a été de publier d'abord sur des archives inédites Sacha Guitry, Yvonne Printemps, après une biographie de Sacha Guitry, ensuite une pièce que personne n'a lue, qui est la fameuse pièce inédite censurée par les Allemands en janvier 1941, qui s'appelle Mon Auguste Grand-Père. Et après, comme vous venez de dire, nous avons fait des amis de Sacha Guitry, Sarah Bernard, qui était une grande amie, bien entendu Monet, qui vient juste de sortir également, mon grand-père Albert Wilmets, c'était tout à fait logique, et celui dont nous parlons aujourd'hui, Alphonse Allais, qui était d'une imagination et d'un humour exceptionnel. Et qui fut également un ami de Lucien Guitry. Absolument, parce qu'à l'origine, Lucien Guitry, pendant une dizaine d'années, à partir de 1890 à peu près, va faire un déjeuner tous les mercredis, réunissant Tristan Bernard, Capu, de l'Académie française et qui dirigeait le Figaro à l'époque, Tristan Bernard donc, et puis également Jules Renard. Les 4 mousquetaires. Voilà, et venaient régulièrement déjeuner. À l'époque, c'était non pas avenue Les Reclus, mais c'était là où habitait Lucien Guitry, c'est-à-dire place Vendôme. Et Alphonse Allais venait souvent les rejoindre. Et c'est pour ça que dans le livre, nous avons des témoins exceptionnels, puisque Sacha Guitry va nous raconter 1001 anecdotes sur Alphonse Allais, et que Jules Renard, qui a un caractère très différent, vous connaissez son journal, c'est pas quelqu'un de forcément extrêmement joyeux, etc., mais qui est un peu cruel, même parfois, nous donne son point de vue sur Alphonse Allais, et ça, c'est également très intéressant. Il est né à Honfleur, et Honfleur, on peut dire que c'est une terre d'artistes. Oui, né natif d'Honfleur, comme disait Alphonse Allais, où il y a son musée, puisque la pharmacie paternelle existe toujours, où on voit le crâne de Voltaire enfant, enfin des choses de ce style-là. Et je crois que c'est un des plus petits musées de France. C'est tout petit. Il y a peut-être, j'y suis allé, bien entendu, il y a peut-être une quinzaine de mètres carrés au grand maximum. Mais c'est organisé, très bien fait, et il faut que je la mentionne tout de suite, par l'association des Amis d'Alphonse Allais. L'ouvrage est préfacé par Philippe Davis, qui est le président de l'association des Amis d'Alphonse Allais, qui est un grand spécialiste d'Alphonse Allais, un excellent communicateur, quelqu'un qui écrit très bien. Sa préface est remarquablement bien écrite. Et c'est un bonheur d'avoir pu avoir sa préface. Et ils organisent chaque année à Honfleur, dans le grenier à sel, des intronisations où on donne la comète d'Allais. Et comme on peut imaginer, et je vais y aller dans pas longtemps pour pouvoir faire quelques séances de dédicaces très sympathiques à la membre de l'association des Amis d'Alphonse Allais. Si j'ai parlé de terre d'artistes, il y en a eu d'autres. Il y a eu Éric Satie, qui est originaire d'Honfleur. Et comment? Et un artiste peintre, Eugène Boudin, qui a également son musée à Honfleur, je crois. Tout à fait. Et c'est assez merveilleux parce que on les retrouve tous. C'est-à-dire que Sacha Guitry parle beaucoup de Satie, Boudin avec Monet, on sait également, et on le voit dans le livre sur Monet, il y avait quelque chose de très fécond. Non pas à Fécamp, mais à Honfleur. Parce que Allais a un petit côté toujours original, jeu de mots, dans les contes, puisque le livre a une quarantaine de pages et ce sont des contes. Et ce sont les contes. Contrairement à une émission de radio merveilleuse qui parlait, c'est un sketch, pendant 3/4 d'heure
du morceau que nous allons entendre. Et on n'a plus le temps pour l'entendre. Là, dans le livre, on a fait la chose comme ça. On a fait un petit texte et on a mis une sélection de contes qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Alors, nous parlions de ces jeux de mots. Il y a quelqu'un qu'on peut dire que c'est son fils presque spirituel, c'est Pierre Dac. Oui, absolument. Pierre Dac, dont l'héritier est Jacques Pessy, qui est un homme merveilleux. Et puis, il a été tellement en avance sur son temps, parce qu'il est mort en 1905. Ce qu'on oublie toujours, on pense qu'il est mort. Vous demandez des personnes dans la rue, peut-être, je ne sais pas, aux années 50, aux années 60, pas du tout. Il est mort extraordinairement tôt, dans une époque où en Europe, il n'y avait qu'une république, c'était la République française. Donc c'est une autre civilisation. Et néanmoins, il se permet des choses inouïes, comme de faire des contes qui publient dans les journaux, ou des courriers, où il va imaginer un courrier d'un grand critique de l'époque, Francis Sarcey, ou des courriers de Tristan Bernard. Il les ridiculise dans les courriers, disant « J'ai reçu une lettre de monsieur Untel, voilà ce qu'il m'écrit ». Il y a des guillemets et tout. Et à la fin du conte, il dit « Je crois qu'un de mes amis m'a dit que ce n'est peut-être pas une lettre de monsieur Francis Sarcey ». C'est extrêmement original. Alors, il lui prête les pires turpitudes dans la lettre qu'il avoue, bien entendu, à une époque où les seuls moyens de communication, puisqu'on était avant 1905, c'est la presse. Bien sûr. Écrite. Et il avait inventé un personnage qui, je crois, s'est présenté aux élections, c'était le capitaine Cap. Alors, le capitaine Cap, c'est un élément politique dans lequel il me paraît difficile de pouvoir nous approfondir, mais il y a des discussions politiques avec le capitaine Cap dans les cafés, où à partir du 8e verre d'alcool qui fait toute la différence, on arrive à avoir des affirmations péremptoires qui sont irrésistiblement drôles, et à la fin, mais ça c'est Pierre Duchamp, c'est un nom au hasard, j'espère qu'il y a, s'il y a un Pierre Duchamp qui nous écoute, ce n'est pas lui, je le rassure, mais ça, vous êtes sûr de ce que vous dites, parce que ça me paraît étonnant. C'est Pierre Duchamp qui me l'a dit hier à déjeuner. Oh, alors si c'est Pierre Duchamp, voilà comment ça se fait politiquement. C'est quelqu'un qui, malheureusement, était dépressif et il a été même suicidaire. Oui, il a été suicidaire, mais c'est ça qui est le plus inouï. Dans le livre se trouvent les 2 lettres qu'il a écrites à Lucien Guitry, parce qu'il n'avait pas d'argent du tout, ce qui est extraordinaire pour quelqu'un de libre. Il était coincé dans un hôtel, je crois, à ce moment-là, lorsqu'il a écrit. C'est une catastrophe. Il a des problèmes financiers régulièrement, il vend ses comptes, mais il n'est pas un commerçant du tout. Et il écrit une lettre à Guitry, au père de Sacha, lui demandant si par hasard, il ne serait pas possible de lui donner quelque chose. Et mais le ton de la lettre, l'écriture de la lettre, est une chose qui est absolument unique. Parce que comme c'est un homme qui a de l'esprit et de l'humour continuellement, il ne peut pas s'empêcher d'écrire avec son style qui est propre. Et la lettre de remerciement est à peu près pareille. C'est-à-dire avec un humour... alors qu'on est là avec la politesse du désespoir, pas du tout, c'est l'humour du désespoir qui reste. Le naturel, c'est la personne qui a un humour spécial, un humour entièrement à lui. Alors, il y a un de ses amis qui était un peu plus pingre lorsqu'il a été sollicité, c'est Alfred Capu. Oui, tout à fait. C'est qu'en général, les gens les plus riches sont parfois les moins généreux, et c'est assez extraordinaire quand Sacha Guitry, d'ailleurs, s'est retrouvé, lui, sans un centime à l'âge de 20 ans, ayant quitté son père pour pouvoir mener sa vie, il est allé se réfugier chez Alphonse Allais, à Tamaris. C'était le plus pauvre de tous les amis de son père. C'était aussi le plus généreux. Et il avait une forme d'humour extraordinaire. Un jour, il va dans une petite gare de campagne. Et il va féliciter le chef de gare d'une façon extraordinaire. Voilà, il était avec Sacha Guitry. L'anecdote est dans le livre. Oh, quelle jolie petite gare. Et vous me dire, oui, vous me dites, ah, très bien, on y va, etc. Oh, ben, vous savez, la gare que vous avez, elle est vraiment charmante. Mais il n'y a personne, en pleine campagne. Vous auriez ça à Paris, vous feriez un argent fou. Alors Sacha lui dit, vous le connaissez? Non. Il faisait ça tout le temps. Et il avait comme ça des contes. Il y en a un dans le livre où il pleut, il rentre dans une église, et puis il voit une femme qui est prostrée devant la statue de la Vierge. Humble. Et puis elle se redresse, elle devient de plus en plus sûre d'elle, elle devient même à la limite un peu hautaine de la statue de la Vierge. Alors dans le conte, Alphonse Allais dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-elle comme ça?
et en réalité était sur la bouche de Chaleur, si bien qu'elle ne blasphémait pas, elle séchait. Et c'est comme ça tout le temps. Il y a un conte aussi presque à la limite fantastique où il va reconnaître le corps de sa petite amie et la personne à côté de lui, mais c'est moi qui suis mort, alors que et on le prend pour un espagnol si mes souvenirs sont exacts. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de délires, c'est beaucoup plus que du Woodhouse. D'ailleurs, Sacha Guitry dit que c'était une des personnes les plus intelligentes qu'il ait rencontrées. N'oublions pas que cet homme, c'est lui qui a trouvé le Nescafé bien longtemps avant tout le monde. C'était un énorme il n'a pas touché de droit d'auteur, Il n'a certainement. pas touché de droit d'auteur, puisque c'était dans le domaine public à ce moment-là, quand Nestlé l'a fait, et puis il a fait tout sur le caoutchouc, sa photographie en couleur. Donc vous pouvez parler de n'importe quel sujet de façon extrêmement sérieuse. Et Sacha dit que ce soit les sciences physiques, culturelles ou sociales, il était absolument extraordinaire. Et donc tout est comme ça avec lui. Cet homme est d'une intelligence latin-grecque. Donc de temps en temps, vous avez au moment qui sont les moins prévisibles, une citation latine, une citation grecque, ce qui a un effet comique absolument merveilleux. On est à un autre niveau. Alors Woodhouse, j'aime beaucoup, mais c'est très anglais. Là, c'est extrêmement français, avec un côté d'une originalité délirante. N'oublions pas qu'il avait fait la fameuse exposition avec des monochromes blancs, verts et tout ce qu'on veut. J'ai longtemps cru que c'était une plaisanterie, mais aujourd'hui, c'est au musée d'Orsay. Autre plaisanterie qu'il a faite, cela concerne un ancien, je crois que c'est un ancien détenu, enfin qui est miséreux, et les cours de la bourse. Il faut que vous nous racontiez cela, s'il vous plaît. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait à Honfleur un café qu'il connaissait bien. Et il y avait un monsieur qui était un clochard et qui venait néanmoins prendre un verre de temps en temps dans le café. Et bien entendu, Alphonse Allais avait trouvé irrésistible de l'abonner au cours de la bourse pendant 10 ans. Si bien que tous les jours, le propriétaire du café lui disait « Hé, le comte !» Il s'appelait le comte, donc ça fait Monsieur le comte en plus. Enfin bon. Et « Ah, le comte, les cours de la bourse pour toi !» Le pauvre garçon qui n'avait pas un centime. Et comme c'était abonné pour 10 ans, c'était l'époque merveilleuse où les gens s'abonnaient, il s'est trouvé qu'Allais mort, la blague continuait. Parce qu'il était abonné encore pour 2 ans, je crois. Exactement. Il fallait vraiment penser à faire ce genre de gag. Parlons un petit peu de sa famille. Il a été marié. Il a été marié. Sacha Guitry raconte qu'il regardait sa fille dans le berceau pendant des heures. C'est un homme bon. La preuve, quand Sacha Guitry était complètement dans le dénuement le plus complet, c'est lui qui l'a accueilli. Et tout le temps, il fait ce qu'il peut. Mais très intelligent, très sensible, écrivant ses contes à la dernière seconde dans un café pour pouvoir l'envoyer. C'est-à-dire, il faut que ça parte à 6 heures. Il est là et il s'en occupe. Il n'a jamais écrit un conte chez lui. C'était sur du papier à lettres, dans un café. Et il s'était donné la dernière seconde pour que ça puisse être publié. Oui, c'est une époque où il y avait du papier en tête des hôtels, par exemple. Exactement, on n'a pas idée. Et tout ça est dans une chose invraisemblable. Quand vous parliez de l'autre corps il y a quelques minutes, il y a des choses qui sont des folies complètes qu'on ne peut même pas imaginer. Et le monsieur raconte avoir fait et vu des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et qu'est-ce qui se passe? Il le raconte à quelqu'un, il dit « Mais et quand est-ce que ça s'est arrêté, cette vision que tu avais ?» Le lendemain, quand j'étais dessoulé. Voilà, c'est le genre de choses. Alors lui, c'était l'absinthe qui était vraiment, ce qu'on appelait la fée verte, mais qui était plutôt démoniaque, si l'on peut dire. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'était terrible parce qu'il disait la première gorgée n'est pas bonne, mais après, oui. Et ça lui permettait de rester dans un état que l'on devine. Nous allons laisser passer un communiqué, si vous le permettez. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Je rappelle que je suis en compagnie de Albert Wilmets pour Alphonse Allais, raconté par Albert Wilmets. Alors, c'est édité par l'Association des Amis de Sacha Guitry. Et oui. Pour commander cet ouvrage, il y a plusieurs façons. C'est très simple. Ou vous allez sur Amazon en tapant Sacha Guitry, Alphonse Allais, mon nom pour que ça arrive directement dessus.
Ou alors, vous allez sur le site de l'association Les Amis de Sacha Guitry, où il y a toutes les informations pour pouvoir commander ce livre et voir ce qui vous intéresse le plus. La pièce de Sacha Guitry, inédite que personne n'a lue, Mon Auguste grand-père, puisque dans cette pièce, il défend les Juifs qui sont attaqués en janvier, ce qui est quand même quelque chose d'inouï. C'est pour ça que les Allemands arrêtent et censurent cette pièce et qu'elle n'avait jamais été publiée. Et n'oublions pas qu'il a été arrêté pour une soi-disant collaboration qui n'a jamais eu lieu. Exactement. C'est un homme qui a subi une injustice épouvantable. Il y a eu 2 non-lieux après, puisque le dossier était désespérément, du point de vue de certains, vide, et qu'il avait été un homme de plus d'une 60aine d'années, qui a passé 60 jours de prison alors qu'il était extrêmement rhumatisant et qu'il aurait pu être tué plusieurs fois. Et que le juge d'instruction a même fait passer dans la presse, on cherche des témoins à charge contre M. Guitry. Oui, parce qu'il n'y avait rien. C'est ça qui est absolument inouï. En revanche, il avait fait le bien constamment pendant cette période. Et Sacha Guitry avait pris la photographie que vous avez montrée du livre, parce que contrairement à ce qu'on faisait à l'époque, on ne faisait pas de gros plans sur les personnes. Merci. Et dans ceux de chez nous, qui étaient en 1915, 10 ans après la mort d'Anatole France, sinon nous aurions eu la chance de voir Anatole France avec des images mouvantes, là aussi on ne faisait pas de gros plans. On faisait des photographies avec les pieds, les tapis et les objets qui étaient à côté. Et Sacha Guitry, ne faisant rien comme tout le monde, heureusement, a donc eu la bonne idée de photographier Alphonse Allais, mais aussi tous les autres. Et Jules Renard, qui parle d'Alphonse Allais, dit des choses qui sont parfois, donc, comme nous disions, un peu cruelles. Mais de temps en temps, sur Sarah Bernard, il arrive et il est un peu réticent sur Sarah Bernard. Il la trouve trop connue. Il y a une forme de petite jalousie. Et puis, elle arrive dans un escalier qui tourne en colimaçon. Et Jules Renard, à mon énorme surprise, lui aussi devait l'être, dit « On avait l'impression que c'était l'escalier qui tournait autour d'elle. » Donc, on voit toute cette époque, tous ces amis qui se connaissaient très bien, qui sont ensemble, et quand Anatole France, qui est aussi là, et quand Alphonse Allais est présenté à Jules Renard, donc toujours un petit peu raide, lui dit « Ah bah monsieur, j'ai lu un de vos livres, je trouve ça très humoristique, j'ai bien ri. » Et Alphonse Allais, qui était spécialisé dans la blague à froid, comme on disait, a répondu « C'est un chef-d'œuvre, monsieur. » Donc, et c'est comme ça tout le temps. Parlons justement de Jules Renard lorsqu'il a eu la Légion d'honneur. Alors, Jules Renard a été décoré avec d'autres personnes qui auraient très bien pu ne pas être décorées. Et Alphonse Allais, voyant ça, a dit « Oh, le pauvre Jules Renard, qui a été décoré dans une rafle. » Ça, c'est extraordinaire. Comment avez-vous sélectionné les contes qui se trouvent dans cet ouvrage? Je les ai tous lus. Et croyez-moi, ce n'est pas une tâche ennuyeuse. Bien sûr. Et il y en a... Mais c'est une tâche gigantesque. Voilà. Et il y a beaucoup de contes qui sont à 2 degrés ou à 3 degrés. Et j'ai gardé tous ceux qui sont à plusieurs degrés. Notamment lorsqu'il parle des femmes. C'est extrêmement intéressant. Était-il misogyne? Non. En réalité, il est dépourvu. Il y a une phrase de lui dont je cite l'intention, mais qui est mieux écrite que je vais le dire, qui est « Les femmes ne se rendent pas compte du mal qu'elles nous font. » Et tout est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il a beaucoup souffert, et dans certains de ses contes, où il met en scène de très jolies jeunes femmes, il donne une impression de, comment dire, d'avoir pas été toujours très heureux en dehors de son épouse. Et dans ces cas-là, c'est raconté d'une façon hilarante, comme d'habitude, à la Allais, et on voit que il a souffert, mais il a vécu. C'est ça qui est important. Nous parlions donc de ces fameux contes, et il avait l'art, on peut dire, de tirer à la ligne. C'est une merveille. Alors, il y a des rédacteurs en chef. On n'était pas très bien payés déjà à l'époque dans les journaux. On était payés à la ligne, certainement. Oui, et encore, il y a des moments où on se demande comment ça se passait vraiment. Ils étaient toujours en retard pour payer, etc. Et un rédacteur en chef, trouvant que Allais avait un petit peu exagéré en envoyant un conte qui était un peu bref, lui a demandé de rajouter quelque chose. Alors, il a rajouté une histoire qui n'avait rien à voir, la dame que j'ai rencontrée dans l'autobus, etc., etc. Ça n'a pas suffi. Le rédacteur en chef, peu de temps après, lui renvoie un autre conte.
c'est trop court. Et alors là, il dit, quand j'ai vu ça, mon sang ne fit pas 1000 tours, non, il ne fit pas 100 tours, non, il ne fit pas 50 tours, il n'en fit pas 10, j'abrège, il n'en fit pas 9, il n'en fit pas 8, il n'en fit pas 1, mon sang ne fait qu'un tour. Et c'est comme ça. Alors, c'était dans le journal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de rattraper. Et les rédacteurs en chef qui avaient un besoin dans son cadrage d'avoir un nombre de lignes qui était prévu dans les grandes pages en typographie d'autrefois, publiaient la chose in extenso. On n'a absolument pas aidé. C'était un homme pauvre qui était totalement libre. Ses livres étaient à peine publiés, on lui volait ses idées. Des titres comme Rose Pomme ou des choses comme ça, ou À se tordre, ne donnent pas une impression, c'était pas du tout commerçant. Et des noms de personnages comme Harry Cover. Voilà. Ça a été repris par d'autres après lui, très souvent. Exactement. Beaucoup de ces idées ont été reprises, mais là, on est à la source. On est à la vraie source. Et j'ai mis à la fin du livre ses contes avec un petit mot pour donner un peu une idée de ce qu'il y a, mais les petits cochons que pratiquement personne ne connaît. Qui est le premier, un des tout premiers que vous présentez. Voilà, tout à fait. Et est une chose qui n'est même pas racontable, tellement on risquerait de terminer à Sainte-Anne. Alors, pour éviter d'avoir une ambulance qui arrive avant la fin de l'émission, je ne raconterai pas l'histoire des petits cochons. Bien. Alors, nous avons dit qu'il avait une fille. Est-ce qu'on sait s'il y a toujours des descendants d'Alphonse Allais ou on ne sait pas? Je n'en sais rien. De toute façon, sa fille, si elle s'est mariée, ce n'était plus le nom de Allais, déjà. Oui. Vous savez, c'est là où le fait de parler d'Alphonse Allais a des conséquences. C'est-à-dire que très rapidement, c'est contagieux, Allais. C'est-à-dire que très rapidement, on commence à dire des bêtises. Alors, c'était la blague de Jarry sur les pommes lorsqu'il tirait, vous allez tuer mes enfants, etc. Oui, vous voyez. Qu'importe, madame, nous en ferons d'autres. Voilà, c'est le genre de choses. Donc, c'est toute une époque où l'on disait des choses qui, aujourd'hui, sont peut-être sont sorties du contexte de l'époque. Mais là, il ne se gênait absolument pas pour écrire exactement ce qu'il avait envie. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, Albert Wilmets. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Alphonse Allais, raconté par Albert Wilmets. C'est paru à l'Association des Amis de Sacha-Guitry. Nous allons terminer tout naturellement avec une musique d'un de ses amis, c'est d'Éric Satie, et nous allons écouter les Gnossiennes numéro 1. Et je vous remercie encore d'être venu aujourd'hui. Merci à vous.